Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de Télé Djibouti dans l'actualité de ce 22h. Le ministre du Budget a fait ce matin une déclaration qui a porté sur les nouveaux moyens mis à disposition pour une fiscalité moderne et efficiente. Le continent africain a célébré donc aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était le 25 mai 1963. Bonsoir. Dans un monde en constante évolution, les administrations fiscales se modernisent et se dotent aujourd'hui davantage d'outils technologiques de haut niveau afin d'obtenir une meilleure dynamique de mobilisation des recettes fiscales et de mieux servir leurs contribuables. C'est dans ce contexte que le ministre du Budget a fait ce matin une déclaration qui a porté sur les nouveaux moyens mis à disposition pour une fiscalité moderne et efficiente. La voici. Assujettis à la TVA, mes chers compatriotes, face aux défis majeurs auxquels le pays est confronté à cause des crises exogènes et à leur incidence budgétaire, les choix stratégiques du gouvernement consistent sans aucun doute à poursuivre le processus de renforcement des finances publiques par l'amélioration des capacités de recouvrement des ressources intérieures tout en poursuivant la réduction des dépenses. En matière de mobilisation de ressources, il s'agira d'accroître les actions de collecte des recettes intérieures au cours de l'exercice 2022. En effet, faut-il le souligner, la seule ressource inépuisable de l'État, c'est l'impôt. L'impôt a été, est et sera toujours une ressource sûre et pérenne. L'impôt n'est pas un fardeau, ni une sanction, mais un devoir qui renforce la citoyenneté du contribuable et affermit l'unité et la solidarité nationale. L'impôt constitue en réalité un investissement dans le développement du présent et du futur. Payer l'impôt, c'est un acte citoyen. En particulier aujourd'hui, à travers cette intervention, je voudrais exprimer la détermination du ministère du Budget à travers la Direction générale des impôts de se plier avec fierté à l'exercice d'engager une dynamique de mobilisation de nature à renforcer la gestion de la TVA avec l'ensemble de contribuables assujettis et de réaffirmer avec nos partenaires privilégiés que sont les contribuables le dialogue permanent avec lui. Notre credo étant toujours sans contribuable, pas d'administration fiscale et sans administration fiscale, pas d'État. Comme vous le savez, la TVA a été créée en 2009 et depuis, la gestion de cette taxe n'a pas manqué aussi d'évoluer, de se renforcer et de se moderniser avec l'introduction progressive d'équipements de transmission automatisés des données et le boîtier fiscal auprès des contribuables assujettis à la TVA. La Direction générale des impôts a procédé gracieusement à l'installation de ces équipements de suivi de la TVA dans nombre de sociétés et de points de vente et continuera à équiper l'ensemble des contribuables assujettis à la TVA. Il est de mon devoir de nous rappeler les propos contenus dans le vœu de Nouvel An de Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et je le cite, « Enfin, une meilleure mobilisation des ressources domestiques et une modernisation de la gestion publique ayant pour objectif de s'assurer une valorisation optimale de la dépense publique seront rapidement entreprises. Dès lors, je vous exhorte, je vous invite, je vous confie à la culture du civisme fiscal et à accompagner le ministère du Budget en vue de contribuer au développement de notre pays. D'avance, je vous remercie. Et pour nous en dire plus, donc la chef de service de la TVA, la direction des impôts, Simone Ibrahim, était notre invitée tout à l'heure. Alors, comme l'a souligné son Excellence, Monsieur le Ministre du Budget, la TVA constitue une recette privilégiée du budget général de l'État. Et son bon fonctionnement repose en grande partie sur l'assujetti qui apparaît comme un collaborateur extérieur pour l'administration fiscale. Depuis le début de l'année 2022,
Les contribuables qui sont concernés par la TVA sont ceux qui réalisent des prestations de services et qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions, et ceux qui effectuent des opérations d'achat et de revente qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 20 millions. La TVA a été instaurée à Djibouti le 1er janvier 2009 avec un taux de 7%. À ce moment-là, les sociétés qui étaient assujetties étaient celles qui avaient un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 80 millions. En 2015, des aménagements ont été faits. Le seuil d'assujettissement a été fixé à 50 millions de chiffre d'affaires annuel et le taux à 10%. Cette année, toujours dans une dynamique d'élargissement de l'assiette, des modifications ont été apportées par la loi de finances portant budget initial de l'État. Le seuil d'assujettissement a été revu à la baisse, comme je viens de vous l'expliquer. Parallèlement donc à l'élargissement de l'assiette, la Direction générale des impôts, dans un souci de modernisation, s'est dotée d'un outil technologique permettant de transmettre de manière automatisée et en temps réel les données qui concernent les transactions réalisées à Djibouti par les sociétés assujetties à la TVA. Le ministère du budget souhaite une collaboration pleine et entière des contribuables. Nous leur demandons de faire preuve de civisme et de refléter la réalité de leurs opérations. Nous les exhortons également à prendre soin des équipements qui sont mis à leur disposition pour une utilisation pérenne. Alors il faut savoir que les données qui sont recueillies par le boîtier fiscal sont visibles directement depuis la plateforme qui est utilisée par les agents de la Direction générale des impôts. Dès lors qu'un boîtier fiscal est déconnecté ou dès lors qu'un problème quelconque se présente, une équipe composée d'informaticiens et de gestionnaires de la TVA est mobilisée, ils sont prêts à intervenir pour s'assurer du bon fonctionnement du boîtier fiscal. Une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a participé aux travaux des 57e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui s'était ouvert hier à Accra, au Ghana, sous le thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ». La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État du continent. Les gouverneurs représentant les 54 pays africains et les 27 pays membres non régionaux de l'institution panafricaine vont avoir un dialogue de haut niveau avec le président de la Banque africaine de développement et son équipe. Il s'agit d'un forum unique d'échange sur des questions clés pour le développement inclusif de l'Afrique. Dans la foulée, donc, le ministre de l'économie a participé au Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Le Conseil des gouverneurs est l'organe de décision suprême de la Banque africaine, au sein duquel chaque pays membre est représenté par un gouverneur et un gouverneur suppléant. L'assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque et du Fonds a eu lieu juste après la cérémonie d'ouverture. Les gouverneurs y ont examiné les opérations de la banque et ils ont pris des grandes décisions politiques de grande importance sur l'amélioration de la gouvernance de la Banque africaine de développement. Le ministre de l'Éducation nationale est actuellement en mission à Londres, dans la capitale du Royaume-Uni, où il prend part au Forum mondial sur l'éducation, qui est à l'évidence l'un des plus grands rassemblements des ministres de l'éducation au niveau mondial. Cet événement a vu la participation de plus de 112 ministres venus de 4 coins du monde pour échanger leur point de vue sur l'avenir de l'éducation. Le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahmoud, a prononcé un discours lors d'une session à plénière dédiée aux échanges axés sur les voies et moyens pour trouver un meilleur équilibre entre la répartition des ressources allouées à l'éducation et l'exigence de satisfaire à une plus grande équité. Cette occasion a été mise à profit par le ministre pour mettre en lumière la politique et les stratégies mises en place par son département afin de répondre efficacement à la scolarisation des enfants à besoins spéciaux dans le cadre des efforts menés par la République de Djibouti en vue d'offrir à tous les enfants vivant sur le territoire national des opportunités d'apprentissage et de formation de qualité qui les aident à mieux préparer leur avenir. Autre information, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsame Dirie, en la présence de ses proches collaborateurs, a reçu hier dans ses bureaux le directeur des investissements de la société Cassada Capital Management, basée en Afrique du Sud. Le responsable a été introduit auprès du ministre par le président du fonds souverain de Djibouti, Slim Feriani. Le groupe Cassada, parrainé par le fonds souverain du Qatar, prospecte des opportunités d'investissement dans le domaine de l'hôtellerie à Djibouti.
Le groupe a déjà investi dans une vingtaine de pays africains dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Ce groupe peut mobiliser 50 à 100 millions de dollars pour des projets touristiques à Djibouti. Cette rencontre a mis l'accent sur les potentialités touristiques de Djibouti et les nombreux avantages offerts par notre pays aux éventuels investisseurs dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Un financement africain pour développer le continent démontre la confiance que les hommes d'affaires africains ont pour leur continent qui regorge d'opportunités. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin l'ambassadeur de Djibouti en République populaire de Chine, Abdallah Abdelmegil. Le diplomate djiboutien a tenu à rencontrer le général Zakaria Cheikh Ibrahim afin de discuter des dossiers de coopération militaire bilatérale avec la Chine. En effet, sous l'impulsion des deux chefs d'État respectifs, la République de Djibouti et la République populaire de Chine entretiennent des fortes relations dans plusieurs domaines, particulièrement la coopération militaire. La Chine est engagée dans la formation de nos militaires dans plusieurs spécialités, à commencer de l'infanterie jusqu'aux formations spécifiques telles que le métier de l'air et de la marine. Ce large spectre de formations distinctes témoigne de l'excellente coopération stratégique entre les deux armées. Djibouti demeure un partenaire privilégié pour la Chine. La République de Djibouti a apporté son assistance lors de l'installation de la seule base chinoise à l'étranger. De même, notre pays est un point stratégique dans la mise en œuvre de la politique de la route de la soie, initiée donc par la Chine. À l'hôtel Hilton d'Istanbul s'est ouvert aujourd'hui un sommet Turquie-Afrique des médias qui réunit quelques 100 journalistes du continent et des représentants des institutions officielles de la Turquie, des organisations non gouvernementales, des groupes de réflexion, des médias et du secteur privé. Le directeur général de la RTD, Adan Abdijama, et le directeur de la rédaction du quotidien La Nation, Kennedy Ibrahim Hussein, participent à ce sommet aux côtés d'autres responsables des médias du continent. Au cours des 2 jours que durera ce sommet, les participants ont entendu le point de vue de la Turquie sur ses relations avec l'Afrique, les récents développements en matière de journalisme et les défis mondiaux. Les autres thèmes qui ont été traités sont les défis post-Covid dans le journalisme assiégé par le numérique, les femmes dans le journalisme, mais aussi comment remettre en question les récits conventionnels de la narration africaine. La délégation djiboutienne, en marge de ce sommet, a eu l'occasion de s'entretenir avec d'autres responsables des médias turcs et africains sur les voies et moyens d'établir une coopération dans le domaine de la numérisation des médias et faciliter les échanges et expertises dans ce domaine. L'école saoudienne de Djibouti a organisé hier soir au Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la clôture des activités des étudiants pour l'année 2021-2022 et au départ de la 24e promotion d'élèves de 3e année du secondaire. La cérémonie comprenait diverses performances artistiques, en particulier des danses folkloriques somaliennes et afar, ainsi qu'un film documentaire qui met en lumière la marche de cet édifice éducatif au cours des 3 dernières décennies. L'ambassadeur saoudien, le directeur des écoles saoudiennes à l'étranger, ainsi que le directeur de l'école ont tour à tour prononcé un discours à cette occasion en félicitant les étudiants diplômés, leur souhaitant succès et achèvement du parcours éducatif. Les intervenants ont également souligné le grand rôle joué par l'école saoudienne dans la promotion de la langue arabe et de la culture islamique en République de Djibouti. La cérémonie de clôture, qui s'est déroulée sous le patronage de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à Djibouti, a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar et le chargé d'affaires de l'ambassade du Koweït. Et à la fin de cette cérémonie, les étudiants diplômés et les lauréats du prix de l'ambassadeur saoudien pour la mémorisation, les étudiants donc ont reçu, et les lauréats du prix de l'ambassadeur saoudien pour la mémorisation du Saint-Coran ont reçu des récompenses des mains des hauts responsables présents à la cérémonie. Le directeur de l'école, Mohamed Alian Al-Harbi, a remis un cadeau commémoratif aux parrains de la cérémonie, à savoir l'ambassadeur du serviteur des 2 saintes mosquées à Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Rabani, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub. Il convient de noter que l'école saoudienne, créée en 1993, témoigne de la profondeur des relations fraternelles et de l'étroite coopération qui existe entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie saoudite, notamment dans le domaine de l'éducation.
Le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social ADDS, accompagné des représentants de la Banque africaine de développement, a effectué lundi une visite de supervision des activités et des travaux du projet Parisé dans la ville de Boc. Cette réunion d'échange a été ponctuée par des témoignages des bénéficiaires directs des micro-projets communautaires. Les responsables ont félicité les associations pour leur engagement et le sérieux de leurs prestations. Le président du conseil régional et le préfet par intérim de la ville de Boc ont affirmé leur soutien aux côtés de l'ADDS dans ces efforts. Écoutons le directeur général de l'ADDS. Aujourd'hui, donc, ils sont venus voir ce que nous avons réalisé dans les régions. Donc, on a commencé par Tadjoura, aujourd'hui au Boc, demain Dikil, Ali Sabié et à Piarta. Donc, c'est une mission de supervision qu'on appelle, c'est une mission de supervision classique, mais pour nous qui revêt une importance capitale, puisque ça nous permet également de mobiliser à la suite du schéma directeur d'autres financements. Mais pour demander d'autres financements, déjà, il faut montrer ce qui a été fait. Et Obok a eu la chance d'avoir vraiment des très gros financements de 2 bailleurs, d'ailleurs qui se sont complétés. Si je prends juste l'eau, sur la Banque mondiale, on a financé les raccordements de 5 forages, plus la conduite principale. Et la Banque africaine a financé l'extension du réseau. Et aujourd'hui, donc, nous irons voir la cité PNUD. C'est des gens très vulnérables. Il y a... Obok, c'est une ville dynamique. Il y a les jeunes que nous finançons, il y a les femmes que nous finançons. L'accord pour faire l'extension du centre commercial, c'est la digue de protection. Il n'y a pas longtemps, on a eu une tempête. Et on sait, avec le changement climatique, donc cette digue de protection est très importante. Les déchetteries sont très importantes. Et surtout, la déchetterie, pourquoi elle est importante, c'est qu'avec le financement de l'OIM, on a construit ici une unité de recyclage des plastiques. Donc, c'est complémentaire. Donc vraiment, on attend. Il y a beaucoup de choses qui restent. La Banque africaine, elle a cet avantage aussi d'être une banque qui nous appartient. C'est la banque des pays d'Afrique. Et donc vraiment, on est bailleur, c'est notre banque. Et donc effectivement, on dit que c'est un petit pays, mais c'est un pays qui est né après tout le monde. On a besoin de beaucoup de financement parce qu'on a besoin de développer nos régions. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du président du conseil régional de Boc. Nous a financé sur le programme Parisé l'extension du réseau de distribution d'eau pour les ménages les plus démunis. La banque est en train également de nous permettre de réaliser l'extension du complexe commercial. Et grâce au fonds de développement communautaire qui était présidé par le conseil régional, nos populations ne sont pas en reste puisque le FDC a permis de financer 21 projets au profit des 4 366 bénéficiaires pour un coût total de 27 millions de francs djibouti. Les projets financés par le Fonds de développement communautaire vont des infrastructures communautaires, par exemple le citerne enterré, le puits, les réservoirs, les activités génératrices de revenus, dont telles que l'élevage des abeilles, l'agriculture, la culture, mais également dans les permis de conduire et autres activités. Donc, également, grâce à ces fonds-là, 40 jeunes, je l'ai rappelé, ont pu obtenir les permis de conduire B, C et D. Nous remercions donc la BAD pour ce financement et espérons une suite à ces projets. Que par le passé, la BAD a financé sur les projets PREPUD la construction du CDC de Boc et la voirie en pierre taillée. Nous nous réjouissons de voir que la deuxième phase du centre commercial sera opérationnelle, Inch'Allah, dans très bientôt. Je voudrais conclure mon intervention en partageant avec vous
Madame et Monsieur les représentants de la banque, les projets prioritaires du schéma directeur de la région de Bok, qui sont entre autres la construction d'une déchetterie, la construction d'une digue de protection pour les quartiers des pêcheurs, qui est un quartier vulnérable, et la voirie aussi. Ce sont des projets hautement importants et qui figurent également dans les plans de développement régional de la région des Bok et pour lesquels nous sollicitons encore une fois l'appui de la Banque africaine de développement. Donc, encore une fois, donc merci à la BAD. Par la suite, la mission de supervision de la Banque africaine de développement accompagnée du directeur général de la DDS est déplacée dans les sites de travaux pour apprécier l'usage des infrastructures et équipements financiers. L'objectif principal de la mission a été d'examiner les progrès de la mise en œuvre du projet et fournir des recommandations pour améliorer l'exécution de celui-ci. La mission de la Banque africaine, dirigée par Mme Josephine Ndao et de M. Patrick Buza, a visité 3 ouvrages. La délégation a démarré en premier sa visite à Dalé, où la DDS a construit une citerne enterrée de 50 mètres cubes. La seconde visite de la délégation a été donc un des quartiers de Bok où la délégation a vu quelques 200 ménages connectés à l'EDD ainsi que le centre commercial où la DDS a réalisé pour la ville de Bok. Dans le cadre des activités sportives de fin d'année, l'école islamique Irshad, en partenariat avec le secrétaire d'État chargé des sports, a clôturé hier le tournoi de football d'interclasse. La compétition a regroupé au total une dizaine d'équipes dans une ambiance festive et bon enfant. Après avoir fait sans faute et brillé dans leur parcours respectif, les 2 meilleures équipes se sont retrouvées en finale. Il s'agissait de la classe de terminale et celle de première. Une finale qui a largement été dominée par la classe de première avant de soulever la coupe, synonyme de championne du tournoi. Outre le coordinateur des sports du secrétariat d'État chargé des sports, la cérémonie a vu la participation de plusieurs responsables et membres du département en charge des sports et de la direction de l'école Irshad. Je vous le disais en titre, le continent africain célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique, qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était le 25 mai 1963. Ce jour-là, les dirigeants des 32 États africains indépendants avaient signé la charte fondatrice de l'organisation Addis Abeba. Cette journée est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Elle est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays du continent et elle représente le symbole du combat de tout le continent pour la libération, le développement et le progrès économique. À cette occasion, l'Union africaine, qui fête cette année ses 20 ans, tient un sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale, entre mercredi et samedi, présidé par Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. 2 sommets sont prévus ce vendredi et samedi. Les crises sanitaires, climatiques, les crises sanitaires, le réchauffement climatique, alimentaire, les crises sanitaires, les crises climatiques, alimentaires et sécuritaires seront au centre des débats. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.